Bienvenue à vous chers humains, je m'appelle Émilie et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours mis beaucoup d'énergie à réaliser mes rêves. Aujourd'hui, à travers le yoga et la thérapie, j'accompagne celles et ceux qui le souhaitent à oser rêver, oser réaliser leurs rêves, mais plus simplement, oser être elles-mêmes, oser vivre pour elles et non à travers le regard des autres ou les conventions. Je suis entrepreneur dans le bien-être et la santé, spécialisée en dépendance affective et ici, je partage avec vous tous les aspects du monde qui me passionnent en tant qu'être spirituel incarné sur cette terre. Nos blessures d'être humain, nos tribulations, nos pardons, mais aussi et surtout nos amours. J'espère que ça vous plaira. Hello, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast, un épisode que j'ai pas préparé pour une fois, pas beaucoup, donc j'espère que ça va aller, ce petit freestyle. L'idée c'est de vous raconter un petit peu mon histoire avec le yoga qui est plus qu'une passion pour moi. Le yoga c'est une manière de vivre, c'est un art de vivre, donc je voudrais vous partager ça, vous dire comment est-ce que je l'ai rencontré, pourquoi est-ce que je dis qui m'a sauvée et vous donner toutes les clés, en tout cas les premières clés que j'ai apprises grâce au yoga, tout ce que ça a apporté dans ma vie et qui pourrait peut-être apporter aussi quelque chose à la vôtre et vous raconter aussi mon parcours de prof je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé beaucoup de questions ces 10 dernières années sur comment se reconvertir, quelle formation, etc. Alors il y a beaucoup d'infos qui sont déjà sur mon site de yoga qui s'appelle My Happy Yoga. Donc si vous avez des questions sur les formations, sur la vie d'un professeur de yoga, toutes les questions autour de est-ce qu'on peut en vivre, quel statut prendre, quelle formation faire, etc. Il y a déjà beaucoup d'infos dessus. Moi là, je vais plutôt vous donner des outils qui vont vous accompagner au quotidien, que vous ayez envie d'en faire votre métier ou pas, que vous fassiez du yoga ou pas. C'est même pas la question, c'est vraiment de vous accompagner avec quelques astuces dans votre quotidien en fait, grâce à cette merveilleuse discipline qu'est le yoga. Alors, et oui, je vais vous donner des références de livres aussi, parce que je pense que voilà, que vous soyez curieux, ou voilà, peut-être que ça peut vous intéresser. Donc cet épisode, il est dédié à tous les yogis, toutes les yoginis, à toutes les personnes qui s'intéressent de manière générale à cette philosophie de vie, qu'ils le pratiquent ou non. Et pareil, je bifurque un petit peu, mais tout ce qui est cliché sur le yoga, ça c'est des trucs que vous retrouverez, cliché ou non, qu'est-ce que c'est exactement le yoga? Vous retrouverez tout ça sur mon site internet, donc myhappyyoga.com. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle My Happy Yoga. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos il n'y a pas très longtemps. Ça faisait 7 ans qu'elle était un peu en friche, cette chaîne, parce que jusqu'ici, je faisais plutôt des sketchs pour j'allais dire dégommer, le mot est peut-être pas ultra joli, mais c'est un peu ça, pour dégommer les clichés sur le yoga. Donc si vous avez envie de rigoler un peu et d'apprendre des trucs sur le yoga, allez voir cette chaîne. Et récemment, j'ai fait aussi des vraies pratiques. Des pratiques pour débutants, des pratiques pour moins débutants, des pratiques physiques, donc des salutations, et des pratiques aussi de respiration qu'on appelle pranayama. Voilà, donc petite intro faite, l'idée c'est de vous expliquer un peu comment je me suis retrouvée dans cet univers du yoga. Alors, c'était en 2012, je rentrais de voyage. J'avais passé 1 an en Nouvelle-Zélande et j'avais adoré cette vie. Faut savoir que j'étais partie en Nouvelle-Zélande parce que j'allais très très mal dans ma vie. De manière générale, je trouvais pas ma place, j'étais très malheureuse, je vivais des histoires d'amour plus catastrophiques les unes que les autres. À cette époque-là, je ne savais pas que je souffrais de dépendance affective. Il n'y avait pas de mots dessus et j'ai pas pu être accompagnée là-dessus. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses, mais voilà, on va dire que ce voyage en Nouvelle-Zélande, c'était un peu une fuite, en tout cas une fuite ou une quête de moi.
Et je suis rentrée de ce voyage très déprimée, encore plus que je ne l'étais en partant. Et je me suis retrouvée dans une nouvelle ville qui s'appelle Grenoble et que j'ai adorée. Mais j'ai mis du temps à l'adorer. Donc je suis arrivée, j'étais toute seule, je connaissais personne. Je commençais un nouveau taf, puisqu'à l'époque, je travaillais dans le web marketing. Et, euh, et en fait, j'ai enchaîné un peu les déceptions arrivées à Grenoble, déceptions professionnelles, puisque ce qu'on m'avait vendu comme responsabilité, c'était pas forcément ça. Déception personnelle parce que je me suis mise en coloc et que ça s'est pas très bien passé. J'avais aussi rencontré quelqu'un en Nouvelle-Zélande, on était resté en contact et puis en fait je m'étais rendu compte que j'étais pas amoureuse de lui et ça a été très difficile pour moi à accepter, à lui dire, lui expliquer, etc. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et à cette époque je buvais énormément d'alcool. Énormément. Je faisais la fête tout le temps, tous les jours. Je me faisais beaucoup, beaucoup de mal. Et puis j'ai eu un accident à cause de l'alcool. J'ai mis 1 an à comprendre ce qui m'était arrivé parce que je ne me souvenais de presque rien. Je me suis réveillée à l'hôpital avec une blouse en sang. Et voilà, et après j'ai remonté un petit peu l'histoire et j'ai réussi au bout d'1 an à recoller un peu les morceaux. Mais voilà dans quel contexte j'étais. Et en fait, à ce moment-là, je décide d'aller voir un psychiatre. Ça faisait un moment que j'avais pas consulté. Et ce psychiatre, il a été extrêmement radical. Dès le premier rendez-vous, il m'a dit ben, vous êtes en dépression, vous êtes accro à l'alcool et accro à la weed, au cannabis. Donc, bon, je trouvais que le bilan était un peu lourd. Honnêtement, avec le recul, je pense que le bilan était un peu lourd parce qu'effectivement, je consommais du cannabis, mais j'étais pas du tout accro. Dépression, c'est très très fortement probable. J'avais des idées noires, très très noires, depuis des années, et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça s'est beaucoup 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 accentué. Et donc il décide déjà de m'arrêter, donc j'arrête de travailler. Et en fait, il me propose des médicaments, je refuse. Et puis je retourne le voir la semaine d'après, et là il me dit que en fait ça va pas du tout, que en fait il est très inquiet pour moi et qu'il voudrait me faire hospitaliser. Et là j'ai un espèce de choc et je me rends compte que effectivement c'est grave ce qui m'arrive et que je peux pas rester dans cet état-là. Donc j'accepte de prendre des médicaments. Qui dit médicaments, il faut savoir que les antidépresseurs, tout ça, c'est incompatible avec l'alcool parce qu'en fait, l'alcool annule les effets des médicaments. Et en fait, moi, je suis pas du tout médicament. Enfin, alors, pas trop, on va pas dire pas du tout parce que on va nuancer un petit peu. Mais si j'en prends, c'est pas pour annuler les effets avec de l'alcool. Donc en fait, un peu par la force des choses, j'ai été obligée d'arrêter l'alcool à ce moment-là. Et bah, démarre pour moi un peu une nouvelle vie. Donc je travaille pas. Je me rends compte qu'effectivement bah, j'ai un vrai problème avec l'alcool. Je commence à prendre des médicaments. Et en fait, je pars rendre visite à des gens que j'aime beaucoup, qui habitent pas très loin de chez moi. Et pendant ce voyage de covoiturage, je rencontre le chauffeur qui est professeur de yoga. Et donc on parle de yoga pendant 1 heure, pendant l'heure du trajet. Et il se trouve qu'en fait j'étais la seule covoitureuse. Donc on parle vraiment beaucoup de ça. J'avais 1 million de questions à lui poser. Et à la fin de ce covoiturage, il me dit bah écoute, si tu veux, je donne cours tous les lundis soirs. Le premier cours il est gratuit. Viens essayer et tu verras. Et je passe le week-end chez mes amis, je rentre et le lundi, je vais tester ce cours. Il faut savoir que c'était l'hiver, donc j'ai bravé, et qu'on est à Grenoble, donc il y a beaucoup de neige. J'ai bravé la tempête de neige pour aller, avec mon vélo, pour aller faire ce cours de yoga. Je me retrouve dans un petit appart de coloc trop mignon. Je découvre ce cours de yoga et je ressors de là totalement abasourdie, métamorphosée,
bien, en fait, ultra bien. Mais un truc vraiment assez fou. Et je décide d'y aller toutes les semaines. Toutes les semaines, quelle que soit la météo, je me lance dans cette aventure de Kundalini Yoga. Donc, Kundalini Yoga, il faut savoir que, comme je le disais un peu sur Insta, c'est un yoga très délicat. Et on m'avait dit que, alors après que j'ai découvert le yoga, hein, on m'avait dit qu'en fait c'était un yoga qu'il fallait éviter de pratiquer quand on débutait, parce que c'était un yoga ultra puissant, voilà. Bon, bah moi il se trouve que c'est là-dessus que je suis tombée en premier, il était prof de Kundalini Yoga, c'est comme ça, tu vois. Donc je me lance. Et honnêtement, je comprends, parce que maintenant que je suis formée en bioénergie et que je connais le fonctionnement du monde invisible, je vois le pouvoir que peut représenter le Kundalini Yoga. Et effectivement, il faut être hyper bien accompagné. Donc, j'allais dire parenthèse, mais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que le Kundalini? Donc à la base, la Kundalini, c'est l'énergie créatrice. Okay, on dit qu'elle est logée à la base du chakra racine, donc au niveau du périnée. Cette énergie créatrice, c'est exactement la même chose que l'énergie sexuelle. On appelle ça l'énergie créatrice ou sexuelle. Et cette énergie, en fait, elle monte le long de la colonne vertébrale, elle traverse les 7 principaux chakras jusqu'au sommet de la tête. Et elle nous permet en tant qu'être humain, donc être de matière, de se connecter à notre partie divine, en gros. Donc, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas anodin, et voilà, faut faire attention. C'est une énergie qui peut nous dépasser si on est mal accompagné. Et voilà, donc attention, attention. Qu'est-ce que c'est que la pratique du yoga en soi, concrètement? C'est beaucoup d'exercices de respiration qui sont ultra puissants. Donc des respirations ultra fortes, beaucoup qu'on appelle la respiration du feu. Ce sont des mouvements du corps qui sont répétitifs et très intenses sur une durée qui est assez longue. Donc c'est fatigant physiquement. C'est challengeant mentalement parce que, pour vous donner une idée de moi, comment j'ai vécu les toutes premières séances, j'étais vraiment en mode, allez, vas-y, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Et en fait, pouf, d'un seul coup, il y a un truc qui lâche. Et c'est comme si, en fait, ton corps continuait, tu devenais une espèce de bulle d'énergie, je vois pas d'autre moyen de le décrire. Et en fait, tu lâches complètement la tête, le mental. Donc en fait, c'est challengeant. Et t'as l'impression de devoir faire appel à ton mental pour parvenir à faire les exercices, mais en fait, à un moment donné, ça lâche, c'est vraiment complètement fou. Je suis désolée, petite vraie parenthèse, j'ai mon petit chat Caradoc qui voyage sur mon bureau, donc je suis désolée pour les bruits éventuels. Voilà. Et donc physiquement c'est voilà intense, mentalement aussi, et puis émotionnellement, je vous raconte pas, ça peut vraiment déclencher des tsunamis assez incontrôlables. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment bien accompagné. Dans la version la moins soft, ça peut aussi déclencher des alus ou des visions, ça dépend des points de vue. Mais en tout cas, ça peut venir nous connecter au monde invisible. Mais dans le monde invisible, vous savez, il y a l'ombre et il y a la lumière. Donc si on n'est pas préparé, qu'on ne sait pas trop sur quoi on tombe, c'est pas du tout anodin. Donc faites-le avec des personnes de confiance, le Kundalini. Je vous invite vraiment à expérimenter ça parce que je trouve vraiment que c'est une pratique géniale. Je ne sais pas si c'est une pratique qui devrait être réservée aux initiés du yoga ou pas, honnêtement. Je pense que je ne suis pas prof de Kundalini, donc je pense qu'il faut s'adresser à ces personnes-là, des personnes qui sont certifiées, et si possible avec quelqu'un qui vous est recommandé. Ça, c'est encore mieux. Si vous voulez des infos sur les montées de Kundalini, ce qu'on appelle des montées de Kundalini, allez voir peut-être sur internet. Moi, je ne connais pas le sujet parce que je n'ai pas eu de montée de Kundalini, donc je ne peux pas en parler. Mais ce dont je peux parler, c'est qu'est-ce
qu'est-ce que ces cours m'ont apporté. Moi, je connaissais pas mon corps. Moi, j'étais pas dans mon corps, en fait. J'étais complètement dans ma tête et dans mes émotions. Donc, ce yoga-là, et le yoga, je pense, de manière générale, de toute façon, m'a amené à connaître mon corps, à le ressentir pleinement et surtout à l'incarner, à l'habiter. Et en fait, ça m'a amené mes premières briques d'ancrage, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, dans la thérapie, euh, je, je mets de plus en plus un point d'honneur à ce que les choses passent par le corps. Ce que je faisais pas forcément d'ailleurs au début de mon travail de thérapeute, je m'inspirais pas assez du yoga. Aujourd'hui, je le fais plus parce que je pense que les choses doivent vraiment passer par le corps. C'est un peu la clé. Donc voilà, au moins cette pratique très intense m'a obligée du coup à revenir dans mon corps. J'étais obligée en fait de le ressentir. Donc c'était vraiment très, très positif. Ensuite, j'en ai un petit peu parlé, mais cette pratique, elle m'a amenée à lâcher le mental avec des exercices aussi longs et intenses. Comme je le disais, à un moment donné, le mental, il lâche en fait et il se passe autre chose qui nous dépasse un peu. Et je pense que ça, c'est en fait les premières connexions avec ma part spirituelle ou ma part énergétique, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est pour moi les premières connexions avec une autre part de moi que je ne connaissais pas. Faut savoir que dans les Yoga Sutras, donc les Yoga Sutras c'est c'est la Bible du yoga, j'appelle ça la Bible du yoga. Le troisième sutra, si je dis pas de bêtises, donc très 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 tôt, sur les 400 qui existent, donne une définition du yoga qui est exactement: le yoga est l'arrêt des perturbations du mental. Et en fait, moi, cette définition, je la découvre un an plus tard en formation, mais je l'ai expérimentée dès la première séance, en fait. Et pour moi, le mental, c'est tellement quelque chose de fort. J'ai tellement de mal à lâcher, à me laisser aller, que cette pratique, vraiment, elle m'a apporté ça. Et j'ai fait ça pendant un an, le Kundalini. Et j'ai vraiment senti... je vais vous donner une autre définition du yoga. J'ai vraiment senti que je faisais un avec moi-même. J'étais reconnectée à mon corps, reconnectée à mes émotions, mais de manière différente. En fait, mes émotions, je les subissais plus que je n'étais connectée à elles. Et j'ai appris à écouter et à lâcher mon mental. Et ça, c'est la définition, comment dire, étymologique du mot yoga, de yuj, qui signifie unir. Et au-delà des cours de yoga en eux-mêmes, j'ai appris énormément parce que je suis rentrée dans un univers que je ne connaissais pas. En fait, après le cours, on rangeait le salon, donc c'était une coloc, on rangeait le salon, on prenait un thé, et en fait, on échangeait sur des sujets de philosophie, sur des bouquins, sur tout un tas de trucs. Désolée, mon chat fait beaucoup de bruit. Et en fait, ces moments-là, ils étaient ultra précieux parce que j'ai découvert des personnes qui avaient des sujets de conversation que j'ignorais presque jusque-là. Moi, j'étais dans le web, donc mes conversations, elles tournaient beaucoup autour du web ou autour de choses... Alors, c'est pas que j'avais pas de conversation profonde, évidemment, mais à ce niveau-là de spiritualité, de dev perso, pas trop. J'étais plutôt sur de la philosophie parce que j'ai toujours aimé ça, mais voilà, pas aussi spirituel, on va dire, et aussi dev perso. Et en fait, pendant ces petits entretiens après les cours, j'ai aussi appris à découvrir des livres. Et le premier livre de dev perso que j'ai découvert, j'écoutais en fait les gens parler plus que je ne participais. Et j'ai acheté le premier livre qui m'a été conseillé, ou en tout cas dont j'ai entendu parler. Je ne sais plus s'il m'a été conseillé directement, mais on s'en fout. Ça s'appelle Le pouvoir du moment présent.
Et Eckhart Tolle, il a écrit ce livre, il était en dépression totale, je crois qu'il était vraiment au bord du suicide. Et en fait, il écrit ce livre qui est comme une méthode, en fait, de connexion à l'instant présent. C'est assez incroyable parce que c'est vraiment... Je trouve que c'est un livre pragmatique, pratique, et il n'est pas facile parce que les exercices sont pas faciles. En fait, ça paraît hyper simple, mais ça ne l'est pas. Mais du coup, voilà, je découvre ce livre et j'apprends à rentrer dans cet univers du moment présent. Et ça m'a énormément, énormément aidé. Et puis, toutes ces personnes qui faisaient les cours, elles avaient aussi bien évidemment leur vie à côté, mais elles avaient des habitudes et des pratiques qui pour moi m'étaient inconnues, comme par exemple celle de faire la fête sans alcool, celle de ne pas manger de viande, voilà, des gens qui fabriquaient leurs propres savons, donc j'ai fait un atelier pour fabriquer mes propres savons. Donc voilà, on rentre vraiment dans un autre monde qui aujourd'hui est beaucoup le mien, j'allais dire totalement, je sais pas, mais qui à l'époque était vraiment, enfin voilà, 2012, j'ai 20, je sais pas quel âge j'ai, et j'ai la flemme de calculer, j'ai 25 ans, 26 ans je crois. Voilà, donc tout ça, mis bout à bout, fait que petit à petit, je commence à reprendre goût à la vie. Je précise que je suis toujours sous médicaments. Et les mois passent et voilà, je découvre comment cuisiner sans viande, comment cuisiner tout court d'ailleurs, comment faire la fête sans alcool. Je prends plaisir à ressortir, à aller danser, à rentrer tôt. Je prends énormément de plaisir à me lever sans gueule de bois. Euh, à cette époque-là, voilà, pour la petite anecdote, je me fais un gros kiff. Je m'achète un vidéoprojecteur parce que ça a été toujours un rêve d'acheter un projecteur que vous retrouvez dans mes stories parfois pour regarder mes films comme au ciné. Voilà, c'était vraiment un kiff et je le fais à ce moment-là. Évidemment, je continue le yoga. Alors, les petites choses que je voudrais vous donner par rapport au yoga, c'est vraiment, sans rentrer forcément dans des cours, c'est... Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'apprendre à respirer. Alors, je vous disais, j'ai des petits exercices qui sont sur la chaîne YouTube My Happy Yoga, mais en fait, juste déjà de vous poser et de prendre conscience de votre respiration. Juste de prendre conscience que vous êtes en train de respirer. En fait, quand vous êtes connecté à votre respiration, vous ne pouvez pas être connecté à autre chose. Donc vous ne pouvez pas ruminer le passé ou angoisser sur des choses futures qui n'existent pas. C'est tout bête, mais moi ça m'a changé la vie parce que avant je ne prenais pas conscience de ma respiration. Et aujourd'hui en fait, évidemment régulièrement dans ma journée, je reviens à ça. Et petit à petit, ça permet de presque restructurer un peu ses pensées. Parce que, encore une fois, on ne peut pas être à la fois dans l'instant présent, dans sa respiration, et être ailleurs. Et ça aide évidemment sur le plan émotionnel pour apprendre à gérer ses émotions. Parce qu'en fait, quand on se connecte à sa respiration, on se connecte à la partie du cerveau qui est le système nerveux parasympathique et qui est la partie du système nerveux qui nous aide à nous apaiser. Okay, contrairement à la partie du système nerveux sympathique qui ne porte pas très bien son nom et qui est plutôt celle qui va générer du stress. Donc, apprendre juste à s'écouter, respirer. Alors, s'écouter, respirer, c'est peut-être pas le mot juste. Plutôt apprendre à observer les mouvements de la respiration. Ça fait déjà un effet très important sur le système nerveux. Alors aujourd'hui, c'est vraiment très à la mode le système nerveux, il faut apprendre à réguler son système nerveux, blablabla. Voilà, c'est le seul avis que j'ai sur le sujet, je sais pas. En
En tout cas, je sais que le yoga fait partie des outils, évidemment, qui peuvent aider à réguler le système nerveux. Et ce genre d'exercice extrêmement simple est vraiment d'une grande aide. Alors, je reviens un petit peu sur la suite de mon histoire. À peu près 4 mois après le début de ma pratique du yoga, c'est mon petit chat qui vient d'éternuer, c'est trop mignon, je ne sais pas si vous avez entendu, désolée. Je décide d'arrêter les médicaments. Je décide d'arrêter l'alcool. Donc, je reprends l'alcool. Parce que j'ai l'impression d'aller mieux. À votre avis, pourquoi j'ai l'impression d'aller mieux? J'ai rencontré quelqu'un. Voilà. Et évidemment, comme je vous disais à l'époque, je ne sais pas que je suis en dépendance affective. Donc voilà, je ne fais pas spécialement le lien, mais j'ai l'impression d'aller mieux parce qu'évidemment, je suis amoureuse. Bien évidemment, je continue le yoga. Et cette relation amoureuse, elle continue aussi. Et elle se passe même très très bien. Et donc, 1 an plus tard, 1 an après avoir commencé le yoga, je commence à m'interroger sur une formation de yoga parce que je savais que je ne ferais pas le même métier toute ma vie. Je savais que je ne ferais pas du web marketing toute ma vie, c'était évident. Et le yoga, en fait, ça répond à énormément de mes besoins en termes de quête de sens, d'utilité pour le monde, etc. etc. Moi, j'ai toujours rêvé d'être médecin et je m'en suis pas vraiment donné les moyens. J'étais vraiment pas bonne dans les matières scientifiques. Peut-être que j'ai pas rêvé assez fort ou peut-être que simplement je voulais aider les autres mais d'une autre manière. Et en fait, le yoga pour moi, ça m'avait vraiment sauvée, ça m'avait vraiment aidée à traverser une période difficile. Et ça l'a toujours été depuis 12 ans. Et donc, je me disais que ça paraissait évident pour moi de transmettre ça, en fait. Et en plus, c'était une discipline qui était universelle. Et comme moi, je voulais continuer de voyager, travailler partout dans le monde, ça paraissait évident. Et donc, je me renseigne sur les formations, les longues formations. Et donc, les formations, on était en janvier, et moi, je regarde ça pour septembre-octobre, la rentrée, quoi. Et truc de fou, je pense que c'est un des premiers grands signes de la vie. J'appelle plusieurs personnes pour me renseigner sur les formations, voilà, savoir est-ce qu'il y a des dossiers à remplir, à partir de quand, etc. Et j'ai une nana qui me rappelle, mais qui me laisse un message, donc je le vois pas tout de suite, qui me laisse un message et qui me dit qu'en fait, il y a une place qui s'est libérée sur sa formation et que cette formation a été décalée de quelques mois et qu'elle commence le week-end prochain. Donc on était en janvier, moi j'étais en train de me renseigner sur des formations dans l'idée de commencer en septembre. Et là, la nana, elle me dit, ça démarre le week-end prochain. Et donc moi, je reçois ce message un petit moment après, parce que je n'écoute pas très souvent mes messages vocaux. Ça n'a pas changé. Et en fait, je pense qu'il me restait 2-3 jours, quoi. Donc je rappelle la nana, et je lui dis, en fait, je suis désolée, là, ça fait trop juste, j'avais un truc de prévu le week-end. Est-ce qu'on peut... Elle dit, ouais, pas de souci, viens le week-end d'après. Et voilà comment j'ai commencé cette formation qui a duré 6 ans. Et c'est incroyable. Donc cette formation, ça s'appelle du Vini Yoga. J'ai été formée en France et en Belgique par des professeurs extraordinaires. Je pense qu'à l'époque, je n'avais pas conscience de la mine d'or qu'ils représentaient. Je n'avais pas conscience les premières années du cadeau que j'étais en train de recevoir. Vraiment, c'était des personnes extraordinaires que je remercie vraiment infiniment pour tout ce qu'elles m'ont apporté. Donc cette école de Vini Yoga, elle a été montée par Claude Maréchal. Donc pour vous faire, si vous connaissez un petit peu le yoga, peut-être que vous connaissez Krishnamacharya,
Krishnamacharya, il a eu des enfants et il a eu Desikachar. Et Desikachar était l'enseignant, le maître de Claude. Et j'ai fait une interview de Claude d'ailleurs, qui est sur ma chaîne aussi, Mayapi Yoga. Voilà, il y a longtemps, très longtemps, mais voilà, donc j'ai reçu l'enseignement de cet homme et de merveilleux professeurs pendant 6 ans. Et j'ai appris j'ai étudié les textes du yoga, bien sûr. J'ai fait un peu de sanskrit, j'ai fait de la yoga thérapie, surtout. Et voilà, moi, c'était aussi ça, bien sûr, qui m'intéressait. La devise, je dirais, si je peux dire ça, ou le slogan. Non, la devise de cette discipline, le Vini Yoga, elle est très simple. Ce n'est pas le yoga. Pardon. Déjà, si je démarre comme ça. Ce n'est pas la personne qui s'adapte au yoga, c'est le yoga qui doit s'adapter à la personne. Et voilà comment tout ce que j'ai construit autour du yoga se fonde vraiment là-dessus. Et il y a peut-être un conseil qui figure pas sur mon blog, que je peux donner là, qui vaut pour des professeurs de yoga, mais en fait pour tout un tas d'autres métiers, pour tous les métiers, je pense. C'est de commencer à transmettre assez vite. Donc moi, j'ai commencé à donner des cours au bout d'1 an. Et évidemment, je donnais des cours à des potes. Et en fait, ça, c'est vraiment génial. J'ai commencé même avant. Tiens, je viens de me rappeler parce que je donnais des cours à mes collègues chez Spartoo. Mais c'est hyper bien de le faire. Et j'ai fait pareil en thérapie, où mon formateur m'avait donné nous avait donné un espèce de challenge en nous disant d'ici le mois prochain, ce serait bien que vous ayez 10 personnes que vous pouvez accompagner, vous faites ça sur donation, etc. Et je crois que j'étais une des seules à avoir relevé le défi parce que je prenais ça au sérieux en fait, je faisais pas cette formation pour trier les lentilles. Donc voilà, pour moi c'est hyper important de commencer à pratiquer assez rapidement, avec beaucoup, beaucoup d'humilité, beaucoup j'allais dire de délicatesse, mais vous voyez ce que je veux dire, ou peut-être pas, mais de faire attention, voilà, où vous mettez les pieds. Mais en fait, c'est aussi ça qui va vous donner la confiance. Parce que quand on fait une formation, surtout si elle dure aussi longtemps, et qu'on a étudié pendant toutes ces années, et qu'on arrive sur le marché du travail, entre guillemets, sans avoir rien fait, ou avoir coaché ou aidé, accompagné des collègues quoi, avec qui vous faisiez la formation, c'est pas pareil en fait que de se mettre dans le grand bain. Donc ça c'est vraiment un conseil que j'ai appliqué et que je donnerais à n'importe qui se lance dans n'importe quel type de formation. Accepter aussi que le chemin soit long et difficile dans l'apprentissage, dans ce genre de formation, que ce soit au niveau personnel, parce qu'encore une fois, ça bouscule beaucoup personnellement, et au niveau professionnel, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'il faut accepter de redevenir débutant, apprendre à réapprendre. Et aussi, un truc important que j'ai appris en yoga, mais aussi en thérapie beaucoup, c'est d'accepter de revenir sur des blessures qu'on croyait qu'on avait guéries. Moi, j'ai eu pas mal de personnes, parce que je traite beaucoup de dépendance affective, qui me disent qui ont des discours en me disant quand j'étais en dépendance affective ou maintenant que je ne suis plus en dépendance affective, et en fait où il y a encore des comportements de dépendance affective. Et en fait, c'est pas grave du tout. Mais le fait de ne pas le voir parce qu'on veut avancer, on veut aller toujours plus vite que la musique, et je sais très bien de quoi je parle, ça peut nous empêcher de vraiment bien faire le travail. Donc il faut être patient et apprendre que quels que soient les traumas qu'on va traiter, et quelle que soit la manière dont on les traite aussi, donc que ce soit voilà, avec une thérapie classique, avec du yoga, qu'on le fasse tout seul ou accompagné aussi, il y a beaucoup de choses bien sûr qui changent. Donc quel que soit le mode de fonctionnement de guérison,
Ça va, je pense, être très important de laisser le temps et d'avoir beaucoup de patience et beaucoup de résilience. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques petits trucs que je peux utiliser dans mon quotidien et qui a changé pas mal de choses dans ma vie. Alors, il y a eu la respiration. Il y a aussi ce que j'appelle la méditation informelle. C'est toutes les fois où je vais faire des trucs qui sont hyper quotidiens, que tu peux faire vraiment totalement déconnecté, où tu peux faire plusieurs choses en même temps, ben, je vais les faire en pleine conscience. Par exemple, faire la vaisselle, couper des légumes, me brosser les dents, marcher. Et moi, j'appelle ça vraiment des méditations informelles dans le sens où il n'y a pas vraiment de durée. L'idée, c'est de me reconnecter à mes sens le plus possible et à ce qui est en train de se passer là maintenant. Et ça, c'est vraiment le yoga qui m'a appris à faire ça. Et ça m'aide beaucoup dans mon quotidien. Autre truc que je faisais pas du tout avant le yoga, c'est de prendre soin de mon corps, évidemment. Donc ça passe par la nourriture, ça passe par le sommeil, etc. Mais c'est aussi des massages. J'ai découvert les automassages grâce au yoga. Et du coup, je prends le temps régulièrement de me reconnecter à mon corps à travers la pratique d'automassage des pieds, des jambes, des bras, etc. Même du visage, en fait. Et c'est pour moi qui était longtemps déconnectée de mon corps, et pour moi qui suis assez sujette à des tempêtes émotionnelles, c'est un outil qui me permet d'être très ancrée. Donc si vous avez des problèmes d'ancrage, si vous souffrez, alors ça paraît, j'ai l'impression de passer du coq au vin, mais en fait non, c'est vrai. Si vous êtes en dépendance affective, vous manquez certainement d'ancrage. Et si vous manquez d'ancrage, vous pouvez faire ce genre de pratique. Et de manière générale, le yoga, ça m'a aussi appris à me symétriser, ça ne veut absolument rien dire. Mais vous voyez le truc, c'est-à-dire qu'on a tous, on est tous asymétriques. Et par exemple, si vous faites la queue à la poste, vous allez peut-être vous mettre plus sur une jambe que sur l'autre. Bah, le yoga, ça m'a appris à me mettre sur mes deux jambes et à m'ancrer un peu plus dans la terre, même à visualiser des racines et tout ça. Donc ça, c'est vraiment encore un exercice d'ancrage et un exercice aussi qui fait du bien encore parce qu'on remet de la symétrie. Je remets aussi beaucoup de symétrie, alors ça peut vite devenir un toc, mais comme en yoga, on fait des choses asymétriques, mais on les fait des deux côtés, donc on rééquilibre à un moment donné. Donc parfois, je peux avoir ce besoin de travailler d'un côté et de tout de suite travailler de l'autre, ou d'utiliser un peu un côté. Par exemple, je sais pas, je suis en train de... là, j'ai repeint et j'ai poncé ma table de jardin il y a pas longtemps. En fait, en ponçant, j'utilisais mes deux mains pour poncer d'un côté, hop, après je changeais les deux mains de sens pour peindre, pour la repeindre. Je peignais d'une main d'un côté, ensuite je peignais de l'autre. Donc voilà, des petits trucs comme ça pour remettre un peu de symétrie. Faites peut-être, si ça peut vous aider à faire attention à votre corps, à voir... on peut pas gommer complètement la symétrie du corps parce qu'on est fait comme ça, mais c'est intéressant de ne pas la nourrir forcément pour se sentir plus équilibré et puis pour faire en sorte que les deux côtés soient vraiment le plus utilisés, entre guillemets, tous de la même façon. Vous avez compris ou peut-être pas. Bref, je vais parler des livres, mais avant ça, je voudrais dire quelque chose qui me paraît... Je sais pas si c'est important, mais pour moi, ça l'est. Pour moi, le yoga, c'est vraiment une médecine, en fait. Et j'ai regardé la définition de médecine dans le Larousse pour être sûre de pas me tromper, pour pas dire de bêtises, et donc je vais vous la lire. La médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres mis en œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures. Donc, clairement, pour moi, le yoga, c'est une médecine. Alors oui, il y a le terme scientifique dedans, mais je rappelle ce qu'est la science, puisque j'ai aussi pris la définition de science. La science, c'est un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes, obéissant à des lois et ou vérifiées par des méthodes expérimentales.
Le yoga, ça a à peu près 6000 ans d'ancienneté. Je pense que je ne me trompe pas en disant qu'il y a eu des millions de cobayes. Je pense qu'on peut dire que la méthode expérimentale a quand même été vérifiée. Donc, je dis pas que le yoga est une science. Je dis que pour moi, c'est vraiment une forme de médecine. Et aujourd'hui, dans ma thérapie, je peux utiliser le yoga, alors pas forcément des mouvements, des pratiques, etc., mais je pourrais le faire plus. Et j'ai vraiment envie de continuer d'inclure de plus en plus ce travail du yoga, parce que, encore une fois, pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie et que les textes du yoga sont vraiment extraordinaires. Si vous avez l'occasion de vous pencher sur les textes des Yoga Sutras notamment, mais il y a aussi la Bhagavad Gita. Alors ça, c'est très compliqué à lire. C'est le poème le plus long du monde. Je sais plus combien, il y a de millions de vers. Et il y a des gens qui se sont amusés à la mettre en BD. La Bhagavad Gita, donc si vous trouvez cette BD, vous pouvez la lire. C'est une belle épopée d'aventure. C'est l'histoire de deux clans qui s'affrontent, des histoires fraternelles, etc. C'est des histoires d'aventure. Et super, ça me fait une méga bonne transition. Du coup, dans les livres du yoga, je conseille un livre qui est l'un des premiers que j'ai acheté, qui s'appelle L'art de l'intention, d'Elena Brower, qui était une super prof de yoga, qui était très connue quand j'ai commencé le yoga. Je sais pas trop où elle en est, mais une américaine. Et c'est un très beau livre qui va à la fois donner des aspects philosophiques et des aspects physiques de la pratique. Voilà, ensuite, il y a l'Hatha Yoga Pradipika. Si vous vous intéressez vraiment au yoga et que vous voulez savoir comment ça a été construit, quels sont les exercices. Donc la Hatha Yoga Pradipika, c'est des exercices ultra pratiques. C'est des postures, des exercices de nettoyage, parce que ça, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais les kriyas, les exercices de nettoyage sont ultra puissants en yoga. On peut en faire en cours, mais de manière très soft, mais il y a des choses beaucoup plus intenses de nettoyage, de tout le système digestif, etc. Et c'est des exercices aussi de respiration, de méditation. Donc la Hatha Yoga Pradipika, c'est un livre qui a je ne sais combien de centaines ou de milliers d'années. Je veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas l'info là. J'aurais peut-être pu me renseigner avant de faire ce podcast. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est un très très bon livre. Et ensuite, si vous avez envie de partir dans des trucs un peu plus perchés et plus sous forme de roman, il y a l'histoire de Yogananda qui s'appelle Autobiographie d'un yogi et qui est un livre hyper passionnant. Alors si vous aimez vraiment les trucs un peu perchés, il y a vraiment des trucs de fou parce que en fait dans les Yoga Sutras, on lit vraiment les livres petit à petit dans les formations et arrivé dans les dernières années de formation, on commence à aborder le dernier livre. Et le dernier livre, c'est vraiment les siddhis, donc les pouvoirs des yogis. Donc, les siddhis, ce sont par exemple le don d'ubiquité, le fait de la télépathie, voilà, ce genre de choses. Et en fait, il y a des exemples qui sont donnés dans le livre Autobiographie d'un yogi. Donc voilà, si vous avez envie d'un truc un peu chez Père, c'est pas mal. Voilà, je pense que j'ai fait le tour en tout cas de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs. Et n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube du coup My Happy Yoga. Et le site internet où vous avez vraiment... Enfin c'était un blog en fait, et enfin ça l'est toujours. Mais il y a vraiment beaucoup d'infos. J'ai fait des articles et des vidéos sur le yoga pour les yeux, le yoga contre la gueule de bois, le yoga pour tous les types d'émotions, les différents types de yoga. Voilà, il y a vraiment pas mal de contenu. Donc n'hésitez pas à aller voir si le sujet vous intéresse. Allez vous amuser là-dessus et je vous dis à très bientôt. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode, alors j'espère que vous avez pris au moins autant de plaisir à l'écouter. Si c'est le cas, partagez-le à vos proches, parlez-en autour de vous. Le but de ce podcast, c'est vraiment que le partage se propage au-delà de la simple écoute et crée du lien entre les humains.
Merci et à très vite.